Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s'ouvrant jusqu'aux oreilles, des oreilles se repliant jusque sur les yeux, un nez informe fait pour l'oscillation des lunettes de grimacier et un visage qu'on ne pouvait regarder sans rire. Des yeux pareils à des jours de souffrance, un hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec 2 trous qui étaient les narines, pour face un écrasement, et tout cela ayant pour résultante le rire. Il est certain que la nature ne produit pas toute seule de tels chefs-d'œuvre. Quoi qu'il en fût, Gwynplaine était admirablement réussi. Gwynplaine était un don fait par la Providence à la tristesse des hommes. Bienvenue dans cet épisode où l'on va parler d'un rire de souffrance. L'homme qui rit de Victor Hugo n'est pas un roman léger où nous nous attendons à rire aux éclats. Même le plus petit rire ne s'exprime pas. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un enfant défiguré qui grandit dans une charrette et parcourt l'Angleterre. On va apprendre que le rire n'est pas si flatteur. En ouverture, je vous ai lu un passage vous donnant une description précise du personnage principal. Et j'espère que vous allez vous y attacher autant que moi. Installez-vous confortablement et découvrez cette fabuleuse histoire de Victor Hugo. En 1869, Victor Hugo publie un roman à la fois étrange, politique et poétique. À travers plusieurs parties, il dirige son histoire autour de la laideur, la misère et le pouvoir. Le roman s'ouvre avec le personnage d'Ursus, un véritable misanthrope. Son aversion pour le genre humain se devine assez rapidement. Il est solitaire, son unique compagnon de route est un loup nommé Homo. Rien qu'avec ces 2 noms, Victor Hugo nous envoie déjà un message. C'est une de ces petites fractures linguistiques chez Hugo qui disent plus que n'importe quelle plainte morale. Ursus renvoie à l'ours, massif, rude, potentiellement sauvage, mais capable de tendresse lorsque l'on approche. Homo, littéralement homme en latin, est donné à un animal. Cette inversion nominale, animal à l'homme, humain à l'animal, est une façon très hugolienne de brouiller les catégories que la société prétend fixer. L'humanité n'est pas définie par une aisance morale, mais par un comportement. Homo, le loup, fait preuve de fidélité, de lucidité et d'instinct protecteur. Ursus, l'homme, montre des qualités que la civilisation n'a pas su préserver ailleurs. Ayant tiré à clair ceci que la vie humaine est une chose affreuse, ayant remarqué la superposition des fléaux, les rois sur le peuple, la guerre sur les rois, la peste sur la guerre, la famine sur la peste, la bêtise sur le tout, ayant constaté une certaine quantité de châtiment dans le seul fait d'exister, ayant reconnu que la mort est une délivrance, quand on lui a amené un malade, il le guérissait. Les passants pouvaient lire au plafond de la cahute cette enseigne, Ursus, philosophe. Ursus est un vrai personnage romantique. Rappelez-vous, le romantisme est apparu à la fin du XVIIIe siècle. Victor Hugo s'imprègne de ce courant pour écrire L'homme qui rit. Le vagabond, figure romantique par excellence, incarne la liberté refusée par la société. Il fuit la ville, les salons, la mondanité, parce qu'il y reconnaît l'hypocrisie. Sa misanthropie n'est pas une misère de l'âme, mais une posture morale. Ursus gagne sa vie avec des spectacles de ventriloque. Il est condamné à faire le clown. Victor Hugo veut donc nous dire que l'art de la parole ne suffit pas à changer l'ordre social. Il faut faire rire pour être payé.
Pour ceux qui n'ont pas lu cette œuvre, vous devez certainement penser que le fameux homme qui rit est donc Ursus. Eh bien non. En réalité, le personnage principal du roman est Gwynplaine. Il a été vendu par le roi d'Angleterre à des trafiquants d'enfants. Je vous rassure, ce trafic a été inventé par Victor Hugo, il n'a jamais existé. Ces fameux comprachicos ont torturé Gwynplaine. Ils lui ont fendu la bouche jusqu'aux oreilles, ses gencives ont été retroussées et ses yeux écarquillés. C'est comme ça qu'il a été condamné à être l'homme qui rit. Puis, il est abandonné dans la rue, en pleine tempête de neige. Il marche sans aucun but en essayant de survivre dans le froid. Sur son chemin, il découvre le cadavre d'une femme tenant son enfant toujours vivant. Gwynplaine ne peut pas laisser la petite fille comme ça. Il décide de repartir avec elle. Les enfants arrivent vers des habitations, mais personne ne veut les aider, sauf Ursus. Il décide de les recueillir et de s'en occuper comme un père. Gwynplaine devient saltimbanque et intègre le spectacle d'Ursus. Le public est à la fois intrigué et dérangé par son physique. Tout le monde veut voir l'homme qui rit. Sur sa charrette, il parcourt l'Angleterre et devient assez célèbre. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et pourtant, il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée, non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné riait tout seul. Gwynplaine ne s'en mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du dedans. Ce rire qu'il n'avait point mis sur son front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa bouche, il ne pouvait l'en ôter. À Londres, le succès de Gwynplaine et de la pièce d'Ursus arrive jusqu'aux oreilles de la cour. La duchesse Josiane vient assister à une représentation. Elle tombe littéralement sous le charme de Gwynplaine et décide de lui faire passer une lettre. Évidemment, le saltimbanque est flatté et cette attirance est réciproque. Comme nous sommes dans une œuvre romantique, vous vous attendez à une belle histoire sentimentale. Désolée de vous décevoir, mais dans le romantisme, il y a deux sortes de représentations féminines. Celle de la femme qui tire l'homme vers le haut et le meilleur, et celle qui provoque et amène la déchéance de l'homme. Et Josiane est bien cette femme. Je t'aime non seulement parce que tu es difforme, mais parce que tu es vile. J'aime le monstre et j'aime l'histrion. Un amant humilié, bafoué, grotesque, hideux, exposé au rire sur ce pilori qu'on appelle un théâtre, cela a une valeur extraordinaire. C'est mordre aux fruits de l'abîme. Un amant infâme, c'est esquis. Tu es la vision du grand rire infernal. Tu es le maître que j'attendais. Il me fallait un amour comme ont les Médées et les Canidis. Petit retour en arrière. Je vous ai dit que Gwynplaine avait trouvé une petite fille avant d'être recueillie par Ursus. Cette petite fille a bien grandi et vit avec Ursus et Gwynplaine. Elle s'appelle Dea. C'est elle la représentation féminine positive du romantisme dans ce livre. Mais si vous avez déjà lu Victor Hugo, vous vous doutez bien que cette histoire ne sera pas si simple que ça. Dans L'homme qui rit, les deux personnages féminins représentent la chair et l'âme. Dea est l'âme, mais Gwynplaine ne veut voir que le corps. Il faudra lire des pages et des pages pour savoir comment et quand il va se rendre compte de ce qu'est le véritable amour. Ne vous découragez pas, ça vaut vraiment le coup de tout lire. Passons donc l'étape amoureuse du roman, car je ne veux pas tout vous dire, puisque c'est un élément central de l'intrigue finale. Pendant sa tournée de spectacle en Angleterre, Gwynplaine est arrêté par la police et est enfermé. On vient lui annoncer sa véritable identité. Il n'a pas été vendu par hasard comme ça sans raison par le roi d'Angleterre des années auparavant. Tout ça était une histoire de vengeance politique. Gwynplaine découvre qu'il est lord d'Angleterre. Un immense changement dans sa vie. Il hérite de nombreuses terres
et peut arrêter d'être saltimbanque. Il veut profiter de ce statut pour éclairer la noblesse sur l'injustice de la société. Mais n'oublions pas qu'il est toujours défiguré. Gwynplaine gardera toute sa vie ce sourire forcé et ses yeux écarquillés. Alors, personne ne le prend au sérieux. Le rire redoubla, irrésistible. Du reste, pour égayer une assemblée, il suffisait de ce que ses paroles avaient d'extravagant. Être comique au dehors et tragique au dedans, pas de souffrance plus humiliante, pas de colère plus profonde. Gwynplaine avait cela en lui. Ses paroles voulaient agir dans un sens, son visage agissait dans l'autre. Situation affreuse. Le rire était devenu une voie de fait. C'est la bêtise des assemblées d'avoir de l'esprit. Leur ricanement ingénieux et imbécile écarte les faits au lieu de les étudier et condamne les questions au lieu de les résoudre. En rire, c'est rire de l'énigme. Vous aurez sûrement l'impression que je vous ai raconté toute l'intrigue de l'histoire. Je vous en ai raconté la majeure partie. Mais ne vous inquiétez pas, il vous reste de nombreuses choses à découvrir car le roman fait plus de 700 pages. Au-delà du titre, Victor Hugo a donné une place essentielle au rire dans son œuvre. Loin d'être le signe d'une joie spontanée, le rire devient l'expression paradoxale de la douleur et de la misère humaine. Le rictus gravé sur le visage de Gwynplaine incarne ce renversement. Figé dans un éclat de rire éternel, le héros porte sur lui la marque du crime social et politique. Chez Victor Hugo, ce même rire se charge de gravité. Il témoigne d'une lucidité douloureuse sur la vanité du monde et sur l'oppression exercée par les puissants. Ainsi, le rire dans L'homme qui rit cesse d'être un simple geste humain pour devenir une métaphore de la condition universelle. Un cri muet travesti en éclat de rire. Et je pense que c'est avec ces éléments que l'on peut comparer le Joker de Batman à Gwynplaine. Comme Gwynplaine, le Joker porte sur son visage un sourire figé qu'il s'est lui-même infligé en signe de folie. Chez l'un comme chez l'autre, le rire devient la trace d'une blessure sociale et existentielle. Gwynplaine rit malgré lui, victime d'une société qui l'a transformé en monstre pour divertir les foules. Le Joker, lui, rit pour défier cette même société en miroir déformant. Tous deux incarnent une vérité dérangeante, celle d'un monde où le rire n'est plus libérateur, mais révélateur du chaos. On peut également comparer Gwynplaine à un autre personnage. 38 ans avant de publier L'homme qui rit, Victor Hugo avait écrit Notre-Dame de Paris, avec le fameux Quasimodo. On y retrouve la même logique d'un monstre humanisé. Chez Victor Hugo, le grotesque devient le miroir du sublime. Quasimodo et Gwynplaine partagent cette même dualité entre horreur physique et grandeur morale. Quasimodo, bossu, difforme, mais doté d'une âme immense, et Gwynplaine, défiguré par un rire éternel. L'un comme l'autre incarne la beauté invisible, celle du cœur, du dévouement et de la souffrance silencieuse. Le bossu se cache dans la cathédrale, qui est un refuge du sacré. Le saltimbanque, lui, est livré à la foule et devient un objet de moquerie et de fascination. Ce contraste révèle l'évolution de la vision du monstre chez Victor Hugo. Quasimodo incarne encore la pureté tragique, la bonté isolée du malheur, tandis que Gwynplaine devient une allégorie sociale. Il n'est plus seulement une figure d'exclusion, mais la représentation d'un peuple défiguré par les puissants, condamné à rire de sa propre misère. Le rire de Gwynplaine, comme la cloche de Quasimodo, résonne dans le vide. C'est un cri déguisé. Il nous rappelle que la laideur physique n'est rien face à la corruption morale et que la vraie monstruosité réside dans le regard des autres. Chez Victor Hugo, le sublime naît précisément de cette tension entre la grimace et la grâce.
Victor Hugo est le chef de file du romantisme français. Il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Théâtre, roman, poésie, voici 3 recommandations. Dans le recueil L'art d'être grand-père, Victor Hugo a publié de nombreux poèmes sur ses petits-enfants. Avec ses vers, il nous entraîne dans la douceur de l'enfance et parle de la nature qui nous entoure. Avec sa pièce de théâtre Hernani, le dramaturge nous parle d'une passion qui déchire le cœur. L'histoire d'amour entre Hernani et Donia Sol se mêle au thème de la vengeance et de la provocation. Le dernier jour d'un condamné est l'un des romans les plus célèbres de Victor Hugo. Ce livre est un manifeste contre la peine de mort. Le narrateur nous parle de son exécution qui approche sans dévoiler le crime qu'il a commis. On suit ses états d'âme, ses peurs et ses regrets. Voilà, chez Victor Hugo, le romantisme ne s'éloigne pas du monde. Il l'élève, l'illumine et lui donne une âme à travers la beauté du verbe. Alors foncez en librairie pour vous évader dans l'univers hugolien. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.